Je voudrais vous adresser, chers amis, chers camarades, la grande joie qui m'anime au moment où je prends la parole pour intervenir dans votre grand événement que vous organisez dans ce beau pays qu'est la France, sur le thème de la paix et du dialogue en rapport avec la situation au Cameroun. Je voudrais féliciter les organisateurs, la direction du NMP en France, en particulier dans la diaspora européenne en général, Mme Aline Péchaud et toute son équipe. Je voudrais également adresser des félicitations particulières à Mme Morel Solange, vice-présidente du NMP, qui est partie du Cameroun avec des orientations précises et qui nous fait l'honneur de les traduire complètement dans les faits. Je voudrais adresser mes salutations spéciales à mon ami, frère et compagnon de combat, Luc Michel, militant infatigable de la cause des peuples, grand panafricaniste, géopoliticien de très 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 haut niveau, qui a consacré sa vie pour établir la justice sur cette terre. Mon cher Luc Michel, reçoit une fois de plus ma déférence. Je voudrais saluer tous les participants et tous ceux qui de près ou de loin ont mis la main, comme on dit chez nous, pour que cet événement puisse se tenir dans les conditions que nous savons tous. En réalité, vous avez réalisé une prouesse, chers camarades, chers amis, parce que je connais dans quelles conditions cet événement a été projeté. Qu'il ait lieu aujourd'hui et qu'il se tienne, c'est vraiment une prouesse. Et c'est à votre honneur, et c'est à l'honneur de l'Afrique, c'est à l'honneur du Cameroun. Votre événement se tient après que notre pays a organisé le grand dialogue national. Évidemment, il nous faut rapidement remettre, n'est-ce pas, le grand dialogue national dans le contexte géopolitique qu'il a présidé. De quoi est-ce qu'il s'agit en ce qui concerne le Cameroun? Ce qui se passe dans notre pays n'est pas nouveau. Ce sont des vieilles recettes, n'est-ce pas, qui ont toujours caractérisé la tradition impérialiste, qu'on a simplement réchauffé aux couleurs du moment. C'est peut-être nouveau pour la nouvelle génération, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, n'est-ce pas, des affaires géopolitiques, ou bien qui ne consacrent pas assez de temps pour méditer sur l'histoire des nations. Mais pour ceux qui le font, il n'y a rien de nouveau sous le soleil au Cameroun. Ce pays est victime d'une grande entreprise de recolonisation et de remise sous tutelle étrangère. Évidemment, il y a des chevaux de Troie internes, locaux, qui servent de support à la réalisation de ce projet. Les cas récents en Afrique, s'ils sont convoqués ici, peuvent aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le Cameroun, au Cameroun. Prenons la crise qu'on appelle la crise dite ivoirienne. Lorsque la rébellion ivoirienne déclenche son action, elle est parée de toutes les vertus. C'est présenté comme étant la plus grande entreprise de démocratie au monde et de défense des libertés et des droits de l'homme. L'ONU, la France, l'Angleterre, les Américains, l'Union européenne habillent la rébellion ivoirienne de toutes les vertus qui puissent exister. Et beaucoup d'Africains ont soutenu cette initiative, croyant que le soleil se levait à Bouaké. Je voudrais aujourd'hui faire le parallèle entre l'enthousiasme de ces Africains-là,
qui se basant sur les théories que nous connaissons, à savoir l'Afrique est mal gouvernée, les Africains pillent leur continent, le noir est méchant et maltraite son propre frère, donc il ne faut plus accuser l'homme blanc, il ne faut pas accuser la France, arrêtons d'accuser les Européens. Mais ces gens étaient aux anges. Mais aujourd'hui, avec le recul, alors qu'aujourd'hui les acteurs de la rébellion ivoirienne, n'est-ce pas, sont rattrapés par les réalités, ce sont ces mêmes acteurs aujourd'hui qui nous disent quelle était la qualité, quel était le projet qu'il y avait derrière la décolonisation de la Côte d'Ivoire, l'abjection élevée au niveau d'une démarche politique. Alors, quel Africain aujourd'hui peut avoir le courage de défendre ce projet politique? Tous ceux qui hier ont soutenu M. Ouattara et la rébellion ivoirienne rasent les murs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est honteux ce qu'ils ont soutenu. C'est honteux ce qu'ils ont porté comme projet. Mais c'est la même chose qui a cours au Cameroun aujourd'hui. Et ce qui est effrayant, c'est que la même cause, les mêmes effets, les mêmes acteurs, personne n'a tiré l'expérience de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ce cas. Personne n'a tiré l'expérience de ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé au Mali et en Centrafrique. Et voilà le vrai problème de l'Afrique. Comment sommes-nous incapables de tirer les leçons de l'expérience? Comment expliquer que les mêmes méthodes sont reproduites depuis 1000 ans et les Africains retombent dans le même paquet? Les mêmes erreurs sont reproduites, les mêmes camps se redessinent et les mêmes empoignades entre nègres, permettez-moi l'expression, on court. Ce sont les mêmes acteurs qui ont mis le feu en Côte d'Ivoire, en Libye, qui mettent le feu au Mali, en Centrafrique et ailleurs. Ce sont les mêmes acteurs, à quelques degrés de différence, qui sont en train d'opérer au Cameroun. Ce sont les Américains, c'est quelques réseaux américains, parrainés par la CIA, qui sont à l'œuvre au Cameroun. Dès le début de cette crise, le NMP, 3 jours après son déclenchement, le NMP a identifié clairement ce qui est derrière la crise. Nous avons dit les États-Unis. Aujourd'hui, il y a tellement de preuves sont accumulées qu'on est surpris de voir qu'il y a encore des Africains, en général des Camerounais, qui veulent réduire cette crise à une affaire interne au Cameroun, à une affaire opposant les anglophones, des gens comme la Tabe, ce terroriste, et l'État du Cameroun. Le Cameroun est déstabilisé par les États-Unis, les multinationales et le double jeu français. Alors ça vous suppose que j'ai d'accès à la France. Si, en plein jour, la France a pris ses distances à l'égard des acteurs de cette crise, mais la nuit, elle ne joue pas à franc jeu avec le Cameroun. Des réseaux américains ont pris en charge les contradictions nationales du Cameroun et ont décidé de l'instrumentaliser pour la vieille cause qu'on sait, s'accaparer de nos matières premières et satisfaire l'ivresse de puissance. Et là, je reprends mon ami Luc Michel, qui est au cœur de la géopolitique américaine. C'est de cela qu'il s'agit, il n'y a rien d'autre. Nous avons des cartes et des photos où on voit M. Ayoub Tabe brader ces 2 régions, n'est-ce pas, à ses partenaires américains, sans avoir reçu le mandat de personne. Il a fait. Ils étaient sûrs que Mme Hillary Clinton allait prendre le pouvoir, pour que la mafia démocrate autour de ce qu'on appelle le NDI, et les Soros et les autres, et leurs alliés internes, n'est-ce pas, démembrent le Cameroun de ces 2 régions-là et répètent ce qu'ils ont réalisé au Soudan et ailleurs. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de marginalisation des populations dites anglophones de cette région. Alors, ressasser les histoires qu'on appelle selon les intérêts, n'est-ce pas, de ceux qui sont derrière ce projet, fait sourire les vieux panafricanistes. Ça fait sourire.
tout ce qu'on raconte jusqu'à présent n'a rien à voir avec l'histoire de cette région. On prend des parties de l'histoire qui arrangent les uns les autres. On achète les médias au Cameroun. Ils sont payés pour ça. Et on entonne un chœur, comme si on chantait dans une église. On entonne un chœur, matin, midi, soir, et on fait croire que c'est la vérité. La vérité de cette région par rapport à son histoire est connue. Il suffit de les lire pour voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte. Une chose est d'être marginalisé. Autre chose est d'avoir une organisation qui paralyse 2 régions pendant 3 ans, empêchant les enfants d'aller à l'école, maîtrisant, ayant le répertoire téléphonique de chaque habitant de la région, de manière à pouvoir les intimider, les menacer, terroriser les uns les autres pour qu'ils adhèrent au mot d'ordre. Une chose est de mobiliser les structures internationales, de mobiliser un État comme les États-Unis qui porte votre cause matin, midi, soir, sans avoir honte, hébergeant sur son territoire des terroristes qui financent la destruction d'une nation. Où est le rapport entre tout ceci et la marginalisation? Où est le rapport? Si aujourd'hui, une puissance prenait en charge la marginalisation des Noirs aux États-Unis et leur donnait les moyens de s'organiser de manière à mettre à mal l'État américain, quelle serait la réaction des Américains? Comment est-ce qu'ils vont présenter le problème? Le problème. De quoi est-ce qu'on parle? Donc c'est de cela qu'il s'agit. Après Boko Haram, c'est la crise dite anglophone. Et c'est un projet de déstabilisation, de colonisation, qui rentre en droite ligne dans la nouvelle géopolitique que les Américains, avec leurs alliés occidentaux, ont dessiné pour le continent africain. Nous l'avons dit il y a plus de 8 ans. Une fois la Côte d'Ivoire dans le sac, ces puissances n'auront pas de repos tant qu'ils n'ont pas pris le Cameroun. Pour la simple raison qu'il s'agit de reconstituer le grand empire français, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Il s'agit de reconstituer ce grand arc géopolitique pour les mettre au service des multinationales, pour piller le continent africain et garantir à l'Occident en général et à l'Amérique en particulier des ressources géopolitiques, géoéconomiques et géospirituelles, n'est-ce pas, pour faire face aux exigences des mutations internationales qui l'opposent désormais à la Chine, pour ne citer que la Chine. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a une recomposition du monde sur le plan géopolitique. Et comme d'habitude, l'Afrique va faire les frais. Elle est le marchepied, n'est-ce pas, de l'Occident, comme elle a été hier. Comme elle a été hier. Alors, sauf à vouloir justifier l'esclavage, comme ça a été fait par ceux qui l'ont mis en œuvre, sauf à vouloir justifier la colonisation, comme ça a été fait par ceux qui l'ont mis en œuvre, sauf à vouloir justifier le néocolonialisme, comme ça a été fait par ceux qui l'ont mis en œuvre, arrêtons de répéter des sornettes, n'est-ce pas, des bêtises, pour justifier les justifiables. C'est de cela qu'il s'agit. Que en interne, il y ait des responsabilités, cela va de soi. Que les dirigeants camerounais aient commis des erreurs, cela va de soi. Mais est-ce faire un grand effort intellectuel que de répéter ce que René Dumont et les autres ont dit depuis 60 ans sur le destin et la nature des dirigeants qui sont en place en Afrique? Est-ce faire une prouesse intellectuelle que de rappeler ça? L'indépendance africaine acquise dans les conditions que nous connaissons tous, on a prévu que ça allait se passer comme ça. Et ça se passe exactement comme ça. Il faut aller lire ces ouvrages-là. Ce sont des classiques. L'Afrique n'est mal partie. Il faut lire Samir Amin. Il faut lire plein d'auteurs qui ont dit exactement ce qui se passe là. Si on fait ça, ça veut dire que sur le plan de la logique, ce n'est pas les dirigeants qu'il faut mettre en cause. Ils ne sont pas le problème fondamental. Combien de fois faudra-t-il que nous répétons ça pour que les gens comprennent? Donc, l'État camerounais a résisté. Il est debout. Et à la faveur, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle, on est passé à une étape supérieure du déroulement de cette crise, en inventant une crise post-électorale qui n'hésitait que dans la tête de ceux qui l'ont inventée. Je me répète à dessein. N'allons pas très loin. On nous a dit, quelqu'un s'est autoproclamé vainqueur des élections. Nous avons dit qu'il n'a rien gagné. Ses partisans nous ont dit que nous sommes des salopards. Mais bien, ce monsieur lui-même s'est levé. Il s'agit du président Kanto.
Il est allé à l'Union africaine. Personne ne l'a appelé là-bas. Il est allé dire là-bas qu'il a gagné l'élection. Il a fait une requête, comme ça s'est dit. L'Union africaine lui a dit, ta requête est recevable. Apporte-nous les preuves. Tu as 3 mois pour le faire. Mesdames, messieurs, 3 mois sont passés depuis. Monsieur Campion, son parti n'ont déposé aucun début de preuve. Et c'est sur la base de ce mensonge que l'Union européenne, les États-Unis et les autres ont voulu mettre à feu et à sang le Cameroun, en faisant semblant de soutenir la défense des libertés, en faisant comme si le problème qui était en jeu, c'était les libertés qui étaient menacées. Quelqu'un s'autoproclame président. Il va porter plainte à l'étranger. À l'Union africaine, il fait une requête. On dit d'amener les preuves. Il n'a aucune preuve. Et pendant ce temps, ceux qui l'ont soutenu, y compris ce que vous appelez institutions respectables, comme l'Union européenne, les États-Unis, la France, c'est-à-dire, ils n'ont même pas la honte de savoir que ce qu'ils ont fait est inacceptable, de soutenir une entreprise qui est basée simplement sur la déclaration unilatérale d'un individu, celle consistant à dire j'ai gagné les élections. C'était pareil en Côte d'Ivoire. M. Ouattara, à l'hôtel du Golfe, s'est autoproclamé gagnant. L'ONU a certifié. M. Sarkozy a donné 3 jours avant pour partir du pouvoir. Et nous connaissons la suite. Ça se répète devant nous au Cameroun et on nous parle d'une prétendue crise anglophone. Des démocrates ferment les yeux sur le fait que ceux qui estiment être marginalisés, ceux qui estiment que leurs droits sont menacés, et qui pour cela qualifient l'État du Cameroun d'être un État terroriste, fasciste, dirigé par un vieux dictateur, à supposer que cela soit vrai. Comment pouvez-vous m'expliquer que les démocrates ambazoniens infligent des traitements les plus cruels que l'humanité ait connus à ceux qui sont en désaccord avec eux? Le cas le plus récent, c'est Mme Ayafor Florence. Mais ça, c'est le cas extrême. Mais ça a commencé dès le début de la crise. Tous ceux qui dans ces 2 régions, n'étaient pas en accord avec les ambazoniens et M. Ayoub Tabé, leurs maisons étaient rasées et brûlées. Ils étaient menacés de mort. Quand ils n'étaient pas tabassés, que dit l'Occident par rapport à ça? Vous qui êtes si attachés aux libertés. Les libertés sont seulement menacées quand M. Kamtoumé fait les marches blanches. Mais les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que font les ambazoniens dans les régions anglophones, qui garantissent leurs droits, pourquoi vous vous taisez? Alors, et ceux qui font semblant de ne pas voir ça, pour continuer à pérorer sur la prétendue marginalisation des anglophones. Mais c'est une honte. Si vous êtes des démocrates, mais tirez les conséquences. Un démocrate ne règle pas les contradictions par la violence. Aussi simple que ça. Si vous reprochez au président bien d'être violent dans le règlement des contradictions parce qu'il interdit les marches blanches, pourquoi vous taisez lorsque les ambazoniens tuent, menacent tous ceux qui dans cette région ne pensent pas comme eux? Mais ils sont anglophones. Mais quand les anglophones marginalisent les anglophones, ça devient quoi? C'est toujours une crise anglophone. Mais je ne veux pas insister sur le fait que, depuis le début de la crise, les anglophones marginalisés, comme on prétend le dire, à qui on a fait croire que leurs ennemis sont les francophones, se sont réfugiés pour la plupart où? Les 2 tiers et demi des déplacés sont où? En zone francophone, pour parler comme vous. N'est-ce pas la preuve que cette crise-là est purement artificielle? Est-ce qu'il faut encore rappeler ça? Est-ce qu'il faut encore répéter ça aux Africains en général et aux Camerounais? De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, quand on voit tout ça, il faut être courageux pour vouloir maintenant venir intervertir la hiérarchie des contradictions en nous faisant croire, comme j'entends certains vouloir le faire, que le problème de l'Afrique, ce sont les ministres milliardaires. C'est le noir qui maltraite son frère noir. C'est ça le problème. Quand arrêtons d'accuser l'Europe. Ben, il faut qu'on soit sérieux. De quoi est-ce qu'on parle? Ah, c'est peut-être que vous ayez raison. Pourquoi, quand des Africains s'élèvent, ne veulent pas maltraiter leurs frères, veulent mettre en place des politiques pour justement aider leurs frères noirs, qui les tuent? Qui programme leur assassinat, mesdames, messieurs? Qui programme leur assassinat? Qui planifie leur assassinat? Ben, c'est l'Europe qui a tué Sankara. Vous avez dit que c'est M. Compaoré, vous êtes sérieux? Il n'était qu'un exécutant de bas niveau. On sait qui a planifié ça, qui a organisé, donné le moyen à M. Compaoré de le faire. Qui a envoyé Babou à la CPI? Vous avez dit que c'est Compaoré ou Ouattara? Vous allez le dire? Vous allez fermer les yeux sur la déclaration de Sarkozy qui a donné 3 jours de parti au pouvoir?
Vous allez fermer les yeux sur le fait que l'armée française est entrée au palais présidentiel à Abidjan et a attrapé le couple présidentiel. Et quand ça a été vu en Mondovision, on a rapidement maquillé en amenant des nègres pour les besoins de la cause. Vous allez fermer les yeux sur le fait que les Sukhoi ivoiriens ont été détruits par l'armée française et que pour les besoins de la cause, la France a tué 9 soldats français pour justifier ça. Puisqu'aujourd'hui, l'enquête est bâclée, on dit secret défense. Alors que les familles ont fait des enquêtes et sont à 2 doigts du but, ont retrouvé tout ce qu'il fallait retrouver pour démontrer que c'est la France qui a tué ses militaires pour les besoins de la cause. Et ce n'est pas la première fois. Hein. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé aux Zaïre et ailleurs. Ce n'est pas une première fois, mesdames, messieurs. Alors, dès qu'on va attaquer cette affaire, on dit secret défense. Secret défense. Qui a tué tous les héros africains depuis l'esclavage, en passant l'esclavage arabe, en passant par l'esclavage infligé par les Occidentaux, le colonialisme et tout, qui massacre tous les Africains, qui disent que, bon, ok, nous, on va mettre en place des politiques qui vont arrêter cette affaire où le noir tue le noir, qui organise les divisions, qui donne les armes pour qu'on tue les patriotes, qui justement veulent en finir avec cette mauvaise gouvernance que vous aimez tant reprendre à votre compte. Mais qui tue ces gens? Si vous dites que le problème c'est que les ministres volent, et que maintenant vous avez des hommes d'État sérieux qui vous disent que bon, ok, nous on fera un projet politique qui va empêcher que les ministres volent. Nous allons établir une rigueur politique qui va faire en sorte qu'un ministre soit pratiquement égal au citoyen lambda. Sankara l'a fait. Il était président et roulait en Renault 5. Il gagnait 150 000 francs par mois. Sa femme gagnait plus d'argent que lui à la fin du mois. Thomas Sankara, qui a été Sankara. Vous parlez aujourd'hui de bonne gouvernance. Moi, ça me fait honte. Sankara a attendu le FMI. Et si Sankara a attendu ces criminels du FMI pour parler de bonne gouvernance, Sankara a conceptualisé et a opérationnalisé la bonne gouvernance avant tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on l'a tué. De quoi est-ce qu'on parle? Il faut arrêter ça. Arrêtons d'insulter l'histoire de l'Afrique. Arrêtons d'insulter l'héroïsme millénaire du continent africain en s'attardant, n'est-ce pas, sur des blancs à la peau noire, fabriqués pour les besoins de la cause par les blancs. C'est de cela qu'il s'agit. Heureusement que ce n'est pas tous les blancs qui sont derrière ce projet. Nous parlons, n'est-ce pas, des États officiels européens qui organisent ce système, n'est-ce pas, de manière à ce que les peuples africains soient au banc de l'histoire. Ce sont des réalités. Donc, cette volonté de renverser la hiérarchie des contradictions, pour faire à ce que désormais, le problème, ce n'est pas les rapports impérialistes qui lient l'Afrique à l'Occident, mais désormais, le fait qu'on a les ministres qui volent les milliards, mais ça fait sourire. Et puis quand on parle des ministres qui volent les milliards, je suis d'accord, hein, moi j'appelle ça l'Ando Corona. J'ai justement pris position contre eux. Je suis en première ligne dans ce combat au Cameroun depuis 30 ans contre l'Ando Corona. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui font semblant de découvrir ça aujourd'hui, parce que RFI France 24 met l'accent sur cela. Nous avons dénoncé ça. Donc on ne fera pas le procès d'être les amis des Ando-Colons. Une fois qu'on l'a fait maintenant, parlons-en de la mauvaise gouvernance. Les pays africains sont mal gouvernés plus que les pays occidentaux. Il y a un pays au monde qui est mal gouverné plus que les États-Unis. Vous connaissez le niveau de corruption qu'il y a aux États-Unis? C'est parce que les gens ont légalisé la corruption que ce n'est plus la corruption. L'argent qu'on met dans les paradis fiscaux, c'est quoi? Vous évaluez le montant d'argent qu'il y a dans les paradis fiscaux et vous voulez comparer ça avec les miettes que volent les ministres en Afrique, même si c'est inacceptable ce qu'ils font. Vous voulez comparer ça? Mais c'est simplement légalisé. Et ce n'est qu'un exemple. Prenons le système capitaliste en soi. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui essayait de moraliser la politique en faisant croire que c'est une affaire sentimentale. Mais, mon cher ami, dans le système capitaliste, on ne peut que voler. Parce qu'en soi, c'est le vol. Il n'y a pas de morale dans le capitalisme. C'est impossible. Alors, c'est parce que, je le répète une fois de plus, que le voleur a décidé de blanchir son vol par des mécanismes les plus subtils. Mais que ce n'est pas le vol. Le capitalisme, c'est le vol. C'est le crime, c'est la cruauté, c'est son histoire. Karl Marx a appelé ça l'accumulation primitive du capital. On ne va pas faire un cours d'économie politique ici. Donc, c'est un fait. Alors, venir faire croire qu'on peut accepter d'être dans le système capitaliste et faire les efforts, comme les prêtres catholiques, pour le moraliser à coup de sermons, mais ça fait sourire, mon cher ami. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? En France, chaque année, il y a combien de scandales faits par des ministres? Je parle seulement des ministres en France.
Combien? Je dis par an. Ne parlons pas des États-Unis. Là-bas, c'est l'égalité. Les anciens présidents de fondations. La fondation Clinton, c'est quoi? Mais ce n'est pas du crime. Est-ce qu'il y a une fondation au monde plus corrompue que la fondation Clinton? Les relations entre la fondation Clinton et l'Arabie Saoudite se passent de commentaires. C'est dans un pays soi-disant démocrate et selon vous, c'est le pays le plus bien gouverné du monde. Mais l'aliénation intellectuelle et idéologique ne vous donne pas le droit de raconter du n'importe quoi. Oui, il y a la corruption au Cameroun, je suis d'accord avec vous. Oui, les ministres ont des comportements inacceptables. Voilà pourquoi nous les appelons en deux colons. Mais ça ne donne pas le droit de venir renverser la hiérarchie des contradictions, qui est aussi flagrante dans tous les domaines, qui montre que l'Afrique est victime d'un pillage organisé depuis 1000 ans, monsieur. Il y a 1000 ans, le président Biya, cette génération, le chef d'État n'existait pas. Alors vous me dites pourquoi on est esclavagisé. Mais si on vous écoute, ça veut dire qu'on est esclavagisé parce que nous sommes des feignants. Voilà pourquoi on est esclavagisé. Donc, d'après cette théorie-là, n'est-ce pas, être faible, c'est un crime dans ce monde. Quand on est faible, on a tous les défauts de la terre. Quand on est fort, on a toutes les qualités de la terre. C'est de cela qu'il s'agit. Mais bien, l'histoire ne marche pas comme ça. Ça, c'est une conception étrange de l'histoire, mais c'est loin de la vérité. Donc, vraiment, je voudrais dire que le bilan, là, le bilan de ce discours, de cette démarche, qui consiste à vouloir faire croire que le problème africain, c'est la bonne gouvernance, on peut l'établir. Depuis 30 ans au Cameroun, lorsque Mitterrand, si on parle en France, fait son discours à la bourre, il nous dit que le problème, c'est la démocratie. Eh bien, on a vu toute une partie des Africains dire que, bien, ok, nous allons simplement devenir des démocrates. C'est-à-dire qu'ils sont passés 30 ans de parti unique. Les mêmes gens chantaient la gloire des partis uniques. Quand Mitterrand a fait son discours, ils sont devenus démocrates en 2 jours. 2 jours ont suffi pour que les gens qui ont été des amis du parti unique pendant 30 ans deviennent démocrates. Bon, ça, c'est pas un problème. Donc, cette magie-là, on peut l'opérer. Maintenant, ils nous ont dit démocratie, bonne gouvernance. Faites-moi le bilan de tous les hommes politiques camerounais en général, pardon, en particulier, et africains en général, qui sont venus au pouvoir par le biais de la démocratie et la bonne gouvernance, et qui, depuis longtemps, luttent contre la corruption. Quel est leur bilan depuis 30 ans? Quel est leur bilan depuis 30 ans? Ils nous ont dit que non, les Sankara, c'était des rêveurs. Les Modibo Keïta, le Moumba étaient des rêveurs, qu'eux, ils sont la nouvelle génération, ils ont été dans les universités occidentales, ils ont été à la Banque mondiale, au FMI, on les a moulés, n'est-ce pas, dans les principes de bonne gouvernance, de bonne gestion et de calcul économique froid. Et qu'ils vont montrer que les Mobutu-là, c'était des dinosaures d'un autre âge. Faisons le bilan depuis 30 ans. Vous voulez qu'on en parle? Regardez le Mali. Combien d'alternances et combien de cures d'ajustement anticorruption? Ça a produit quoi? Le Mali est divisé en deux. C'est terminé là-bas. Le bilan, c'est le terrorisme. IBK est dépassé depuis. Prenons la Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est dirigé par le plus grand économiste intergalactique de tous les temps, M. Ouattara. Quel est le bilan? Plus il a les chiffres de croissance doublés, plus la pauvreté augmente en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est devenue un casino où on blanchit de l'argent. Et quand il partira de pouvoir, il va laisser l'Ivoirien lambda avec un niveau d'endettement sans commentaire, mesdames, messieurs. Regardez la Centrafrique, regardez le Sénégal, regardez le Niger. Vous avez aujourd'hui notre champion qui va partir bientôt. Il marche partout, le président nigérien. Il est accompagné partout avec les colloques, matin, midi, soir, où on dit que vraiment, son plus grand bilan, c'est qu'il a fait 2 mandats, il est en train de partir. Mais après ces 2 mandats, le Niger, il y a les bases militaires partout. Ça bat le record d'accueil des bases militaires au Niger. Mais on frappe tous les jours là-bas. La terreur frappe tous les jours au Niger, malgré la présence des bases militaires. À l'Allemagne, la France, les États-Unis sont là-bas. Les terroristes frappent tous les jours. Et pratiquement 70% du territoire du Niger échappe pratiquement au contrôle de l'État. Regardez le Burkina Faso. Moi, je pleure sur le Burkina Faso. Je pleure sur le Burkina Faso. Monsieur Marc Christian Roch-Kaboré, qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Son programme, c'était démocratie, bonne gouvernance. Mais voilà le résultat. Le pays est devenu la base arrière du terrorisme. Et les terroristes ont dit que, à mon vision, ils vont prendre le Burkina Faso comme les choses et mettre dans leur poche. Mais malgré tout ça, les Africains continuent à croire des bêtises comme ça. Bonne gouvernance et démocratie. De quoi est-ce qu'on parle? On apprend un Africain la gestion du pouvoir, on nous apprend la bonne gouvernance, nous savons ce que c'est.
On ne devient pas la première puissance mondiale pendant près de 5000 ans, alors que ces d'autres peuples étaient encore dans la sauvagerie. Mais on ne vient pas comme ça, sans maîtriser la gouvernance, sans maîtriser le pouvoir d'État, sans maîtriser la philosophie et tout ce que vous voulez. On n'a pas les grands royaumes que nous avons connus sans maîtriser tout ça. Mesdames, messieurs, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, vraiment, sauf à vouloir continuer dans la fiction, les faits sont là pour nous interpeller. Vous ne voulez pas intervertir la réalité des choses. Le problème de l'Afrique, c'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme. C'est ça le problème de l'Afrique. Je reviendrai sur le dialogue. Je reviendrai. Je voudrais aussi insister rapidement sur ce qui fait avancer l'histoire. Ce ne sont pas les sentiments et les réactions épidémiques des uns et des autres qui font avancer l'histoire. Ce qui fait avancer l'histoire, c'est l'action collective. L'action collective. Et celle-ci est impossible sans une théorie de l'action collective. Ce ne sont pas les sentiments. Ce ne sont pas les émotions personnelles. Ce n'est pas une affaire de est-ce que ce que je pense, tu penses comme ça, ou bien ce que je pense, tu penses pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de savoir faire mouvement collectif sur la base d'une théorie. Je voudrais faire un regard aussi sur la problématique de la présence chinoise ou russe en Afrique. Ben, la Russie, la Chine n'ont colonisé aucun pays africain. Aucun. Et ne sont en train de coloniser aucun pays africain. Sauf à ne pas savoir ce qu'on appelle colonisation. Alors, on peut dire des choses comme ça. La Chine et la Russie s'inscrivent dans un contexte global capitaliste. Et le modèle capitaliste s'impose à tout le monde, tant qu'on n'a pas vu de combattre ça. On ne peut pas empêcher aux Chinois et aux Russes, qui eux-mêmes sont menacés de destruction par l'impérialisme américain et occidental, on ne peut pas les empêcher de se défendre et d'avoir un projet global. Mais faire des Chinois, par un tour de passe-passe, des colons, ben, ça relève seulement de la fiction mentale. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc, vous ne pouvez pas interdire aux Russes et aux Chinois de venir en Afrique pendant que vous fermez les yeux sur des colons historiques qui se sont installés chez nous et ont tout pris, ne veulent pas partir, et qui en même temps qui nous diabolisent la Chine et la Russie sont leurs partenaires les plus obtus. Mais quand M. Macron reçoit Poutine à Besançon, qu'est-ce qu'il lui dit? Quand tu reçois le président chinois en France, qu'est-ce qu'il lui dit? Ça va tous les honneurs, mesdames, messieurs. Mais là, ce n'est pas une menace de colonisation. Mais que dites-vous de l'impérialisme américain en Europe? L'OTAN, c'est quoi? Ce n'est pas l'impérialisme. Mais est-ce que pour autant on voit les Européens matin, midi, soir marcher pour dire que l'Amérique rentre chez toi au USA? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, les Chinois et les Russes n'ont colonisé aucun pays africain. Et dans le contexte actuel, ce sont des partenaires naturels sur le plan géopolitique pour nous aider à nous relever. C'est un fait. Et aucune propagande ne va changer cette réalité. Parce que moi, je prendrais les Américains au sérieux. Le jour où ils vont cesser d'avoir les bons de trésor chinois dans leur caisse. Je les prendrai au sérieux. Mais ils ne peuvent pas traiter avec les Chinois, faire des affaires avec les Chinois et nous interdire, nous, Africains, de marcher avec ces gens-là. C'est de cela qu'il s'agit. Évidemment, nous ne sommes pas naïfs. Nous n'avons jamais dit que la Chine et la Russie venaient chez nous pour nous aider, pour nos beaux yeux. Mais il y a le fait que, dans les conditions géopolitiques actuelles, il y a une espèce comment je vais appeler ça, il y a une espèce de similarité géopolitique, entre guillemets, entre les Africains et les Chinois et les Russes, mais c'est fait la politique de l'autruche. Nous avons pratiquement le même adversaire. Hein. C'est historique et c'est global actuellement. Donc, on peut se donner la main pour affronter le même ennemi sans être naïf. Sans être naïf, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, je voudrais terminer avec le grand dialogue. La paix. Le grand dialogue qui vient de s'achever au Cameroun, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas naïfs, le président Biya n'est pas naïf, les forces patriotiques au Cameroun ne sont pas naïfs. Je voudrais rassurer mon ami Luc Michel, qui a longtemps attiré notre attention sur le fait de ne pas tomber dans un piège. Nous ne sommes pas naïfs. Le grand dialogue avait pour mission fondamentale de créer une dynamique de la paix. Une dynamique de la paix.
On n'a jamais dit que le grand dialogue allait se terminer par des recettes miracles pour stopper ipso facto la crise anglophone, dite anglophone. Non, il n'a jamais été question de cela. Il a rassemblé les forces patriotiques du Cameroun. Il a rassemblé tous ceux qui croient au Cameroun et qui ne veulent pas accepter la mise sous tutelle de notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Et à ce niveau, un travail extraordinaire a été fait parce que même hier, ceux qui étaient hier les héros de la crise anglophone étaient au dialogue. On mis le MRC et ses vitrines civiles qualifiées abusivement de société civile et les ambazoniens, les extrémistes, tout le reste était représenté au dialogue. Tout le reste, y compris les figures les plus éminentes qui hier apportaient un soutien moral à la crise dite anglophone. Ces forces-là étaient au dialogue. Nous avons discuté. Les Camerounais se sont parlé entre eux. Et à la fin, le président, dans un geste de magnanimité politique, a libéré M. Kamto et compagnie par l'arrêt de poursuite. Je ne voudrais pas insister sur la signification de ces gestes, parce qu'on entend ici et là tout et n'importe quoi. Je voudrais dire, ce sont des mesures exceptionnelles. Vous avez très bien vu les champions de l'indépendance de la justice faire pression matin, midi, soir, c'est-à-dire cette Union européenne et les Américains qui tous les jours nous parlent de l'indépendance du pouvoir judiciaire, matin, midi, soir. On les a vus faire pression pour obliger le président de la République du Cameroun à exercer des pouvoirs politiques pour remplacer la loi. Heureusement, ce n'est pas le cas, parce que la mesure présidentielle est basée sur une disposition légale qui lui donne le droit de faire cela. Mais qui n'a pas vu toute cette pression internationale s'abattre sur le Cameroun, comme si on n'avait pas de loi dans notre pays, comme si on n'avait pas de constitution. Et ces gens ne sont pas gênés. Mais imaginez un seul instant que ce soit le contraire. Et bien, matin, me dit, on va vous dire, il n'y a pas d'état de droit au Cameroun. Il n'y a pas de dépendance du pouvoir judiciaire. Et quand on voit les bénéficiaires de cette mesure faire semblant de ne pas voir cette réalité, ça fait sourire. Mais nous comprenons leur gêne et leur honte. Nous comprenons leur gêne et leur honte. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc cette dynamique de la paix qui a permis au Cameroun de confondre les parrains de la crise anglophone, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis, et tous ceux qui sont devenus les champions de la mise, on va appeler ça, de la mise sur le même pied d'égalité de l'État du Cameroun. Et les ambazoniens sont confondus aujourd'hui par le dialogue. Et ces gens n'ont pas honte aujourd'hui de venir nous dire qu'il faut un deuxième dialogue. Pour faire quoi, mesdames, messieurs? Depuis que cette crise a commencé, l'État camerounais n'a fait que faire des concessions. Concession sur concession. Pour manifester sa bonne foi. On a dit libère. Et on a la 40e libération des prisonniers politiques. C'est au moins la 4e vague, mesdames, messieurs. Et plus on le fait, plus ces gens montent en puissance dans leur sauvagerie, dans leur barbarie, dans leur violence. Mais ça devrait interpeller les gens. Donnez-moi une seule concession qu'ont fait les ambazoniens. Je dis une seule concession. Donnez-moi une seule concession qu'ont fait les ambazoniens. Vous avez un État qu'on appelle l'État du Cameroun, qui, alors que le droit lui donne le droit de sanctionner, pardonne, élargit, libère. D'un côté, vous avez les ambazoniens qui attrapent une gardienne de prison et lui réservent le sort que l'humanité a vu. Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Dans quel monde sommes-nous? Et nous sourions quand nous voyons la sortie hypocrite de l'ambassadeur américain, qui, confondu, parce qu'ils sont les parrains moraux de cette affaire, demande à l'État du Cameroun de faire un procès équitable pour établir la lumière sur cette atrocité. Vous vous rendez compte? Une affaire qui s'est passée à Mondo Vision, l'ambassadeur demande à l'État du Cameroun de faire la lumière. Quelle lumière y a-t-il dans l'affaire? Parce qu'ils sont des responsables moraux de ce crime, crime le plus odieux de l'humanité, de tous les temps. L'Amérique, l'Union européenne et la France qui joue double jeu, vous êtes des responsables moraux de ce qui est arrivé à Madame Florence Ayafor. C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez passé le temps, depuis que cette crise a commencé, à donner du crédit, du soutien à une entreprise criminelle. Mais on sait pourquoi vous le faites. Ce sont vos chevaux de Troie. Donc le dialogue a permis donc de lancer une dynamique de la paix, mesdames, messieurs. Cette dynamique-là, il faut la consolider. Sans naïveté aucune. Il ne faut pas rêver. Moi, Bandakani et le NMP, nous ne rêvons pas. Pourquoi?
Parce que pour qu'il y ait la paix dans un pays, mesdames, messieurs, dans une telle crise, il faut qu'on identifie bien les intérêts des forces en présence, leurs objectifs. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara et sa bande ne se seraient jamais arrêtés s'il n'avait pas pris le pouvoir. Vous leur faites n'importe quelle offre. Ils ne vont pas s'arrêter parce qu'ils ont des objectifs, ils ont des intérêts qui doivent assurer par tous les moyens. Moi, je salue le sens de la pédagogie du président de la République du Cameroun, qui, à travers le dialogue et les mesures exceptionnelles qui ont été prises pour élargir les prisonniers et ceux qui étaient sur le coup, n'est-ce pas, d'une condamnation justifiée, ces mesures présidentielles vont permettre de ratisser très large encore, d'élargir le camp de ceux qui sont pour la paix et d'isoler les extrémistes. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que nous avons été pour ce dialogue, en insistant que cela soit fait dans le cadre constitutionnel de notre pays. Et cela a été respecté. Et nous allons continuer à exiger cela. Donc, je ne suis pas un fanatique du dialogue. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas un concours à passer pour se présenter comme étant le plus grand partisan du dialogue. Comme si quand on disait qu'on est pour le dialogue, on était pour la paix. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas être derrière les Amazoniens et dire que vous êtes pour le dialogue. J'entends aujourd'hui des gens dire partout que non, nous avons demandé le dialogue. Nous avons demandé. Eh bien, c'était de mauvaise foi. Vous avez eu le dialogue et vous demandez un deuxième dialogue. Donc, les choses sont claires, mesdames, messieurs. Je ne vais pas insister sur les résolutions du dialogue. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le président a été clair. Il a dit que ces résolutions seront examinées de façon très, très approfondie et ne seront appliquées que ce qui est applicable en fonction des moyens du pays. C'est le président qui l'a dit. Le dialogue n'était pas un dialogue souverain. C'était un dialogue politique. C'est-à-dire une démarche politique pour affronter une crise qui nous est imposée par l'étranger. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui sont derrière cette crise n'ont pas baissé les bras. Je me répète à dessein, ils demandent un deuxième dialogue. Et la violence monte à force dans ces régions. La sauvagerie est montée à force dans ces régions. Mais le monde entier est témoin, mesdames, messieurs. Le monde, ce n'est pas seulement la communauté internationale autoproclamée. Le monde est plus grand que ça. Le monde entier est en train de voir que voici un pays qui n'a rien fait à personne, qui n'a jamais déstabilisé notre pays, mais qui est attaqué par d'autres pays, qui est attaqué par une puissance qu'on appelle les États-Unis, qui est sur son sol. Des gens qui financent en plein jour la destruction de notre pays. Le monde entier est en train de le voir. L'Union européenne ne peut pas voir ça. La France ne peut pas voir. L'Angleterre ne peut pas voir. Encore que l'Angleterre a pris des positions claires par rapport à cette crise et nous saluons cela. La position de l'Angleterre est claire. Nous saluons cela. On peut faire semblant de ne pas voir. L'ONU peut faire semblant de ne pas voir. Mais le reste du monde est en train de voir ce qui se passe au Cameroun. Un pays où l'État fait concession sur concession, où l'État refuse d'utiliser la force militaire, parce que les gens font semblant de ne pas voir ça. Quand les militaires sont attaqués, ou bien sont égorgés, et se défendent, on parle de solution militaire. Alors que tout le monde sait très bien que si c'était une solution militaire, on n'en serait pas là. C'est parce que le président camerounais, comme un père, continue à tendre la main à ses enfants, continue à les considérer comme ses enfants. C'est pour ça que jusqu'à présent, il n'y a pas de solution militaire. Il ne faut pas tromper les gens. Il n'y a pas de solution militaire au Cameroun jusqu'à présent. Ce qui se passe, c'est la main tendue d'un papa qui continue à croire que le temps faisant, les enfants égarés reviendront, n'est-ce pas, à la maison. Comme on commençait à le faire certains Amazoniens qui rejoignent les centres d'insertion, n'est-ce pas, qui les rejoignent au fur et à mesure. Donc, je voudrais féliciter le NMP pour cette initiative et ceux qui vous ont accompagnés pour faire un travail de pédagogie et d'explication. Il n'est pas question que le cadre de nos institutions soit mis de côté pour faire semblant, pour faire plaisir aux Américains et aux forces internationales qui sont derrière les Amazoniens. Il n'est pas question au Cameroun qu'on démantèle l'état de droit pour le remplacer par un état de terreur et de jungle. Partout au Cameroun, dans ces deux régions-là, dès que la crise a commencé, jusqu'à nos jours, il n'y a que dévastation, mesdames, messieurs. Chaos, misère, crimes contre l'humanité, pauvreté, loi de la terreur dans ces deux régions. Comparez ce qu'on vit dans ces deux régions-là et ce qui était avant, qu'on qualifiait de pire. Mais faites la comparaison. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Faites la comparaison. Donc, le dialogue, je le répète, et c'est une analyse politique que je fais. Je parle de la détail technique, les travaux qui ont fait en commission. Moi, je suis un républicain. Il y a des choses qui ont été dites pour lesquelles moi, Badakani et le NMP ne sont pas d'accord. Mais par respect pour la paix, par amour pour la paix
Et par respect à l'autorité du président de la République, nous ne voulons pas entrer en guerre, entre guillemets, contre certaines résolutions que nous estimons dangereuses pour notre pays. Nous faisons confiance au savoir-faire du président pour gérer tout cela. Mais le dialogue a créé un contexte nouveau dans notre pays qui consiste en ce que les forces patriotiques qui sont debout pour défendre l'État, pour défendre le droit, pour défendre la souveraineté et la nation, dépassent les clivages partisans désormais pour parler Cameroun. Pendant que d'un côté, les ennemis du Cameroun, avec leurs parents étrangers, sont de l'autre côté de plus en plus dans la confusion. La prochaine étape, ça dépend du chef de l'État. Interprète en chef les aspirations du peuple camerounais. Il va décider pour indiquer le chemin. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers. L'indignation qui est montée après ce qui s'est passé sur notre sœur Florence Ayafor, le monde entier est choqué. Hier, ce n'était pas ça. Et ce crime-là a achevé de convaincre ceux qui hésitaient encore sur la réalité de ce qui se passe dans ces deux régions, sur la réalité du projet ambazonien. Rien ne peut justifier le projet ambazonien. Je dis rien. Parce que le projet, le voilà. C'est Florence Ayafor. Le crime des crimes contre l'humanité. Ce sont ces gens qu'on égorge. C'est cet ambazonien repenti qui a été égorgé encore il y a quelques jours. Voilà le projet ambazonien. L'égorgement de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Qui peut soutenir ça? Qui peut soutenir ça, mesdames, messieurs? Alors, la pédagogie du président de la République, la pédagogie présidentielle, consistant à tendre la main, à être patient, même quand les gens demandent de raser. Eh bien, mesdames, raser, c'est un journal camerounais qui n'est pas pro-régime, qui est même sympathique à l'égard de ces gens, qui a écrit l'autre jour, c'est le journal Mutation, je le cite, pas pour le détruire, c'est un journal que nous respectons. Ils ont fait un éditorial, ils ont demandé au pays de raser. C'est le mot qu'on a employé. Raser, ils ont dit de raser. Vous voyez à quel niveau on monte? Vous voyez comment la dynamique, petit à petit, est en train de monter, malgré le vacarme de ceux qui ne veulent pas la paix. Vous voyez comment on est en train de monter. Ils demandent de raser, mais le président ne rase pas. Le président ne rase pas. Le président fait de la pédagogie. Il prend de la hauteur pour rassembler le pays davantage. Élargir la base sociopolitique du pays par rapport à cette crise. Élargir cela de manière à ce que nous venons à bout de cette situation qui a déjà assez duré. Je terminerai, mesdames, messieurs, par répéter ce que j'aime dire. Aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Même le président Biassi voulait le faire, il ne peut pas le faire. C'est le Cameroun qui va le déstabiliser. Aucune force au monde ne va déstabiliser le Cameroun. Le dialogue a été un grand pas pour sortir des crises. Nous sortirons de cette crise. Le Cameroun va vaincre cette crise. Le Cameroun va rester debout, regardant droit devant son destin. Grand pays, le pays de Oumiobe, de Wangé, de Moumie, de Mangabel. Pays qui a hérité de toutes les traditions révolutionnaires et progressistes du monde. Pays qui a rencontré tous les colonialismes du monde. Depuis le Portugal jusqu'à l'Angleterre et la France, en passant par la Hollande, l'Espagne, et même d'une certaine manière les États-Unis. Je dis bien d'une certaine manière. Un pays comme celui-là, qui a cette longue tradition, qui a cette profondeur historique. Un pays qui s'appelle Cameroun, depuis les années 1700, mesdames, messieurs. Il dit 1700, on l'appelait déjà Cameroun Riva. Cameroun n'est pas né à la faveur de la colonisation française et anglaise. Et on parle anglais au Cameroun, mesdames, messieurs, longtemps avant l'arrivée des Anglais comme colonie. Le peuple Douala, pour le citer, parle au Douala, parlait déjà anglais. C'est pour ça que le traité qui liait les chefs Douala à l'Allemagne est écrit en anglais, mesdames, messieurs. Vous voyez, ce n'est pas une affaire de parler anglais. Non, ce n'est pas une affaire de parler anglais. C'est une affaire de résistance contre le projet colonial. Comme ça a été le cas hier avec les Camerounais face aux Allemands. Comme ça a été le cas hier avec les Camerounais face à l'Angleterre et la France.
comme c'est le cas aujourd'hui, pour le peuple camerounais au debout, contre tout le projet global de déstabilisation qui veut l'anéantir. Un pays qui a une telle profondeur historique sort toujours vainqueur des épreuves. Et votre conférence que vous tenez à Paris à l'heure actuelle est un signe qui montre que le Cameroun est debout. Je voulais saluer encore mon ami Louis Michel. Je voulais vous saluer tous, Madame Morel, Aline Péchaud, Onana, Ikoum Patrick et tous les autres. Je voulais saluer les participants. Je vous dis bon courage. Vive le Cameroun, vive le NMP.